Bonjour à toutes et à tous. Dans la petite série dédiée à la gestion des données, la séquence d'aujourd'hui donnera un aperçu d'une plateforme qui permet d'entreposer, gérer, partager et publier des données scientifiques dont le nom est l'entrepôt Dataverse. Bon, je commencerai par une petite présentation, puis je poursuivrai avec une démonstration en deux parties. La première en utilisant l'interface web de la plateforme et la deuxième en utilisant l'interface de programmation pour application. Bon, en deux points, pourquoi ce choix de la plateforme au CIRAD? Donc, comme je l'ai dit, elle permet de gérer et valoriser les données scientifiques du CIRAD. Elle a été identifiée dès 2013 et était disponible depuis 2018. C'est une plateforme développée par l'Université d'Harvard depuis 2006 et qui a montré finalement sa fiabilité. Elle couvre les besoins en termes de fonctions et services opérationnels, de la gestion des données. Elle est liée au plan de gestion de données, offrant une entrepôt pérenne pour les données de la recherche. Elle propose pour chaque jeu de données un moyen de citation en utilisant l'identifiant unique DOI. Elle a une visibilité internationale que j'illustrerai ensuite. Elle suit les principes faire, trouver, accéder, rendre interopérable et réutiliser les métadonnées. Elle permet un contrôle de l'accès et de l'utilisation des données et permet le versionning. Bon, sur cette diapo, quelques métriques récupérées en février 2023 sur le site du Dataverse d'Harvard. On peut voir une centaine d'installations de la plateforme réparties au niveau international. L'ensemble des plateformes contient des collections qui portent le même nom finalement, Dataverse, et actuellement il y a environ 13 000 Dataverse qui sont essentiellement consacrés au mode de la recherche, comme on peut le voir avec les noms des catégories, principalement ici. Au niveau de la France, le site référence 8 plateformes, la plateforme nationale DataGouv, les plateformes de l'INRAE, de l'IRD et du CIRAD, deux plateformes universitaires, l'Université de Lorraine et l'Université Gustave Eiffel, une plateforme de l'Institut de physique du globe de Paris et la plateforme de Sciences Po. Maintenant, une petite explication de la logique de la plateforme. Elle est basée, on va dire, sur la logique de container ou de collection de Dataverse. Ainsi, la plateforme du Dataverse CIRAD contient des sous-dataverses d'unités, dont le sous-dataverse forêt et société. Ces sous-dataverses peuvent contenir des jeux de données ou datasets selon la terminologie de la plateforme. Ces datasets, jeux de données, sont l'assemblage de fichiers de données, des métadonnées descriptives, de documentation supplémentaire, de code source et une description des licences. Voici un visuel de l'interface web du Dataverse du CIRAD. Il s'agit d'une visibilité publique et donc les données qui sont sur ce Dataverse ont été publiées. Chaque jeu de données ou dataset se présente sous la forme de blocs. Ils sont disponibles pour être référencés par des publications ou visibles pour des projets. Sur la gauche de l'interface, une recherche par différents critères peut être utilisée en plus du moteur de recherche par mots-clés. Par exemple, on peut voir sur le Dataverse du CIRAD 69 sous-dataverses et au total 442 jeux de données qui ont été publiés, contenant 2713 fichiers qui ne sont pas forcément que des fichiers de données, qui peuvent être des fichiers de documentation supplémentaires ou de méthodologie. Au niveau de notre Dataverse d'unité forêt et société, il se présente de la même manière en mode non identifié. Nous avons actuellement un sous-dataverse qui est celui du programme SWM et 17 jeux de données qui sont publiés. Donc pour chaque jeu de données, chaque bloc finalement,
On peut visualiser rapidement le titre du jeu de données, la citation complète avec son identifiant pérenne et un début de description. Donc après identification, un utilisateur référencé sur notre Dataverse peut visualiser d'autres jeux de données qu'il a déposés. Il s'agit des jeux de données stockés, donc préservés, mais qui n'ont pas été publiés. La terminologie utilisée par le Dataverse est de signaler qu'il s'agit d'un dataset à l'état de draft ou unpublished. Une petite remarque, il est tout de même possible de partager ce dataset en créant une adresse privée, un peu comme sur un drive, et en communiquant cette adresse. Alors, je terminerai pour cette interface par exposer le détail d'un jeu de données. Donc, ce jeu de données se compose d'un titre, de la citation qui était déjà visible dans le bloc précédent. Ce jeu de données est accessible. Dans ce jeu de données, en fait, est accessible la liste des fichiers qui ont été déposés au travers d'onglets. Alors là, il s'agit d'utiliser l'onglet Files. On peut accéder avec l'onglet Metadata, finalement, au formulaire des éléments de métadonnées qui ont été complétés et au travers de l'onglet Terms, aux conditions d'utilisation et d'accès qui ont été renseignées. L'interaction avec le jeu de données se fait en utilisant des boutons cliquables. Il est possible de faire une demande de publication, de contacter les auteurs du dataset qui ont été renseignés, ici, et de compléter un téléchargement de fichiers supplémentaires ou d'accéder à d'autres actions au travers de ce bouton Edit Dataset. Actuellement, sur notre Dataverse d'unité, une dizaine de personnes ont déposé, créé au moins un dataset. Certains sont déjà publiés. Ce sont les datasets, la proportion de datasets en bleu foncé ici, représentée en bleu foncé sur le graphique. Les utilisations principales du Dataverse d'unité, finalement, sont le dépôt pour un article, soit pour des questions de révision, ou une fois que l'article est accepté, pour la publication des données. On dépose aussi pour des échanges entre partenaires dans les projets et on utilisera la possibilité de créer ce lien privé. Le Dataverse peut être utilisé pour sauvegarder des jeux de données de stagiaires, voire des données historiques, des collections de cartes ou d'images, même si ce n'est pas forcément le lieu idéal. Et certains jeux de données ont été libérés et publiés à la fin de projets avec rédaction ou non de data paper associés. Bon, au final, et pour conclure, de façon générale, sur le Dataverse, donc il s'agit d'un outil qui facilite l'accès et le partage raisonné des données de recherche produites par le CIRAD et ses partenaires. Il permet d'acquérir une reconnaissance et une visibilité sur l'activité de production de données. Il est là pour appuyer les scientifiques et les partenaires dans le cadre de leur activité de recherche et d'expertise. Il supporte des fichiers de données et la documentation associée dans tout format, même si un choix vers des formats ouverts et pérennes est recommandé. Et cette plateforme est intégrée à la liste des infrastructures de recherche ouvertes du CIRAD. Céline et Gwenaël sont les deux personnes ressources de la délégation à l'information scientifique et technique au CIRAD. Avant de passer aux démonstrations,
je voulais un petit peu lister les étapes clés de création finalement d'un jeu de données. Donc le prérequis est d'avoir un compte sur le dataverse du CIRAD et de l'unité et de se connecter. Ensuite, un bouton permet d'ajouter un dataset dans le dataverse de l'unité et cette création ouvre un formulaire de métadonnées de base qu'il faut renseigner. Il est déjà possible d'ajouter les premiers fichiers à cette étape. Une étape complémentaire à la création est une étape de mise à jour pendant laquelle finalement on complète les métadonnées ou on ajoute des fichiers. On peut également renseigner les droits d'accès et d'utilisation à cette étape. La dernière étape sera un choix entre une publication sur Internet, il y aura une relecture par le correspondant dataverse de l'unité, moi-même pour le moment, ou un partage du dataset en utilisant un lien privé, ou tout simplement la sauvegarde pour une conservation sur le long terme du jeu de données. Donc j'en ai terminé avec ma présentation du dataverse et je vais maintenant passer à une petite démonstration de création d'un dataset fictif en utilisant des informations qui pourraient être valables pour ce que je manipule le plus souvent actuellement, des données d'inventaire avec des mesures dendrométriques. Alors voilà, je me retrouve donc sur l'interface web du dataverse de notre unité. Donc je suis en mode connecté avec un compte de test. Et en étant connecté, donc je peux voir les datasets qui sont déjà publiés sur notre dataverse d'unité, mais aussi les datasets qui auraient été publiés par moi-même et qui sont non publiés. Donc, au niveau de l'interface, donc le bouton se retrouve ici. On a, une fois connecté, on a un bouton donc Add Data avec New Dataset. Ceci ouvre finalement un formulaire de métadonnées à renseigner pour ce nouveau jeu de données, avec possibilité également dès la première étape, de déposer des fichiers. Donc je vais balayer les champs principaux des éléments de métadonnées et insérer les informations que je posséderai sur, comme je l'ai dit, cet inventaire. Donc par exemple, ce jeu de données pourrait être une base de données consolidée sur les arbres d'une parcelle de 9 hectares d'un dispositif forestier d'Afrique centrale en 2020. À peu près les données que je... Donc au niveau du nom qui a été automatiquement renseigné lors de la connexion, comme là il s'agit d'un nom de test, je vais mettre plutôt je vais proposer plutôt une autre écriture. Donc on écrit le nom par exemple avec son prénom après une virgule. Au niveau de l'affiliation, donc on reste sur une affiliation CIRAD, donc avec plutôt une écriture donc plus recommandée au niveau du CIRAD, un C majuscule uniquement. Au niveau du contact, donc c'est la personne qui sera contactée pour ce jeu de données. S'il y en a plusieurs, donc on utilise le bouton plus. Voilà, que je vais envoyer au CIRAD. .fr avec la même affiliation. Voilà. Au niveau de la description, pour un inventaire, voilà une petite description succincte du jeu de données qui doit permettre de comprendre finalement le contenu de ce dataset. Donc je pourrais mettre que ce dataset contient les données collectées sur une parcelle de 9 hectares du dispositif, sur une seule parcelle, et les variables renseignées sont les suivantes. Donc le fichier de données que je vais insérer contiendra finalement ces colonnes-là, le numéro du carré dans la parcelle, le numéro de l'arbre, le nom d'espèce déterminé par un botaniste, les coordonnées de l'arbre, le diamètre d'origine, les hauteurs de mesure, les observations et dates de mesure correspondantes. Voilà. Donc ça peut être... Alors,
Au niveau de la première étape de création d'un jeu de données, il n'y a que quelques éléments qui sont obligatoires. On a aussi le sujet. Donc le sujet est pris dans une liste par défaut que contient le Dataverse. Donc là, on va dire que je me situe sur ce thème-là. On peut bien sûr rajouter des mots-clés donc à cette étape, même si ce n'est pas obligatoire, ou à la prochaine étape. Et donc là, je vais, par exemple, rentrer quelques mots-clés. Donc ce qui est intéressant, c'est de prendre les mots-clés à partir d'un référentiel. Et donc le référentiel AgroVoc est quelque chose qui pourrait être fait. Donc là, je vais dire que je prends du référentiel AgroVoc le mot diamètre. Voilà. Et je mets l'URL du vocabulaire. Donc, normalement, si je vais sur cette URL pour vous montrer, je me retrouve sur le dictionnaire d'AgroVoc et j'ai récupéré finalement le champ diamètre avec les définitions finalement sur ce dictionnaire qui est en ligne et les traductions surtout, ce qui est intéressant. Voilà. Donc, au niveau de l'utilisation de mots-clés, il est intéressant toujours d'utiliser un référentiel externe. Et donc là, je vais considérer qu'on travaille sur des espèces. Donc là, pareil, on peut considérer. Et donc, je le prends du même. Voilà, je vais en rajouter quelques-uns autres. Bon, je pense qu'en mots-clés, il faut au moins en avoir, on va dire, 4. Si c'est plus, c'est mieux. Voilà. On pourrait mettre forêt dense. Par exemple. Hop. On va rajouter un cinquième. Puisqu'il existe sur le dictionnaire. Voilà. Donc voilà. Là, on va dire que je suis à peu près. Donc on peut citer aussi une publication ici à ce niveau-là qui serait apparentée à ce jeu de données, soit parce qu'elle a déjà la publication finalement référence ce jeu de données, donc ça serait c'est ici qu'on mettrait la citation au niveau de la publication, soit une publication ou une publication de méthodologie. Donc là, je vais citer simplement cet article qui est sur les dispositifs permanents. Ce qu'il est intéressant de mettre, c'est bien sûr la référence directe vers le DOI que j'avais récupéré. Hop, ici. Voilà. Alors, ceci va être publié finalement avec le lien, donc il n'est pas forcément nécessaire après de le remettre ici. Alors, je vais le laisser sous sa forme simple. Voilà. Après, on a le dépositaire, donc je vais me laisser. Alors, je vais le réécrire par contre sous la même forme et on peut rajouter des notes. Au niveau du fichier de données, donc ce que je vais faire, c'est que j'ai un fichier de données disponible que je vais tout de suite ajouter. Voilà. On va dire qu'il s'agit des données brutes, ou primary data en anglais. On peut ajouter un tag à ce fichier, le tag important. On peut créer des nouveaux tags, mais les 3 tags par défaut sont de la documentation, des données ou du code. Donc là, il s'agit bien d'un fichier de données. Donc, je le rajoute. Et on peut rajouter une description au fichier données d'inventaire. Voilà. Et donc là, je sauve le dataset.
Donc on a un warning comme quoi le dataset a bien été créé. Et si voilà ce qu'on a créé. Donc on se retrouve bien sur le formulaire que je vous ai présenté avec accès aux fichiers déposés, aux métadonnées. Les termes ne sont pas encore renseignés et il va falloir les modifier car par défaut on se retrouve sur une licence CC0, partage ouvert sans citation. Et donc généralement ce n'est pas celle-ci qu'on ajoute. Donc je vais tout de suite aller modifier ces termes. Donc le formulaire des conditions et d'accès d'utilisation des données comporte plusieurs éléments. Donc on peut en remplir certains. En tout cas, ici on ne se base donc sur la non-application de la CC0. Et on peut par exemple renseigner un certain nombre d'autres informations comme en termes d'utilisation. Donc là c'est une phrase type, hein. L'utilisateur s'oblige à n'utiliser les données que pour ses besoins propres et les seules finalités convenues avec les coproducteurs. Et donc effectivement, on voit qu'au niveau des licences ou des termes d'utilisation, finalement il faut renseigner pas forcément l'auteur, mais le producteur des données. Et donc, généralement, c'est le producteur, en tout cas au niveau du dataverse du CIRAD, on renseigne pour les producteurs les noms des organismes. Et donc, il y a des éléments de métadonnées qui n'étaient pas présents au départ et qu'il va falloir aussi compléter. Ce sont les producteurs. Donc, les restrictions, on pourrait, par exemple, mettre ce type de restriction. Les données transmises doivent rester confidentielles et ne peuvent être publiées. En aucun cas, les données ne pourront être transmises à des tiers ou faire l'objet d'une exploitation commerciale. Au terme du projet, l'utilisateur s'engage à supprimer de tous les systèmes de traitement, d'analyse ou de stockage toutes les données mises à sa disposition par les coproducteurs. Donc ça pourrait être une clause assez forte sur les restrictions du partage de ces données. Et on pourrait utiliser par exemple le champ condition en mettant que tout projet de publication ou de communication portant sur les résultats finalement de ces données qui seront utilisées devra recevoir l'accord écrit des coproducteurs qui feront connaître leur décision dans un délai maximum de 1 mois à compter de la demande, et passé ce délai et faute de réponse, l'accord sera réputé acquis. Voilà, donc ça c'est le genre de clauses, on peut les trouver sur des contrats de partage. Ici, on se retrouve plutôt au niveau de la restriction des fichiers eux-mêmes. Et donc, le terme d'accès pourrait être celui-ci, finalement. Usage réservé aux membres de l'équipe projet ou à un nouveau partenaire. Et comme les fichiers peuvent être bloqués au téléchargement, dans ces cas-là, on a une requête qui sera nécessaire et qu'il faudrait renseigner, mais je ne trouve pas le champ là, bon, ce n'est pas grave. Voilà, contact for access, ça doit être ici. Les utilisateurs peuvent demander l'accès au fichier via le bouton de contact, ça pourrait être ça, en demandant un accès. Donc là, j'ai renseigné un certain nombre de champs des termes d'accès et d'utilisation. Donc je sauve. Au niveau des métadonnées, donc, on a renseigné des métadonnées de base, mais il est possible donc de rajouter certaines métadonnées, et je pense par exemple aux producteurs que j'ai cités précédemment ou aux financeurs. Donc lorsqu'on rouvre le formulaire de métadonnées, on se retrouve là avec l'ensemble des champs, et donc je vais les rebalayer rapidement. Une classification, je dirais, de thématique, elle peut être intéressante. Le CIRAD recommande d'utiliser
utiliser la classification d'Agris. Donc, par exemple, j'ai trouvé que dans la classification, on avait cette thématique, écologie forestière. Et pareil que pour Agrovoc, on a un lien vers cette classification. Donc voilà, je vais vous la montrer, ce que ça donne. Voilà. Donc on est en fait sur les aspects généraux de la foresterie d'Agris et on retrouverait Forest Écologie en F40 ici, à ce niveau-là. Voilà. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc le producteur de données, finalement, eh ben, on va dire que pour ce jeu de données, j'en voyais deux. Donc il y aurait le ministère de l'écologie forestière du pays concerné, par exemple, et puis en copropriétaire, et finalement le CIRAD. Allez, voilà. Donc on peut rajouter aussi bien sûr les adresses des organismes si on les a. Une date de production des données, donc qui n'est pas forcément la date de publication. Hein. Donc ça pourrait être un jeu de données récupéré en 2020. On a la possibilité d'ajouter, en plus des auteurs, des contributeurs, en leur indiquant un certain nombre de rôles qui sont par défaut définis par la plateforme. Donc on peut voir le data manager, data collector. On peut imaginer ce type d'information. Voilà. On renseigne donc ça c'est bon. Donc ça serait pas le data manager, ça serait plutôt. Alors j'ai vu un autre champ, ça avait été Sylvie, je l'aurais classé dans Project Leader, Data Manager. Voilà, on peut ajouter les data collectors avec, je ne sais pas, là, je n'ai pas de nom en tête, donc où il faudrait indiquer leur nom et prénom. L'autre information qui peut être intéressante, bien sûr, c'est de donner les informations sur les financeurs. Donc par exemple l'AFD. On peut considérer peut-être que le ministère de l'économie forestière a participé. Un éventuel institut de recherche agronomique. Au niveau des distributeurs, donc, on peut considérer que finalement le distributeur se fait via le Dataverse. Donc, on a au moins l'indication du fait que le CIRAD, alors je vais plutôt mettre ça ici, et indiquer l'URL du CIRAD. Voilà. Donc ça c'est l'affiliation, pas besoin, c'est le nom. Une date de distribution. Donc on est en 2023. 03. Par exemple 13 pour aujourd'hui. Voilà. Et on peut effectivement renseigner d'autres informations sur les jeux de données, comme la période couverte. Les logiciels utilisés. Donc, par exemple, on pourrait citer R et d'autres informations. Donc là, ce sont les champs de métadonnées livrés par le Dataverse. On a aussi des champs, des éléments de métadonnées plus sur la spatialisation, finalement, l'information géographique. Donc on peut indiquer le pays
dans lequel s'est fait cette récolte. Des informations plutôt liées aux sciences sociales, aux sciences de la vie ou même au CIRAD avec une filière. Donc on peut penser ici qu'on a la filière. Alors est-ce qu'elle peut bien chercher les sciences forestières qui existent? Voilà. Avec une thématique qui pourrait être changement climatique par exemple, biodiversité, et il me semble qu'il y a aussi la thématique forêt tropicale. Voilà. Donc j'ai ajouté des métadonnées complémentaires au niveau géospatial. Alors, ici c'est par pays, donc j'aurais voulu mettre Afrique centrale, peut-être ici. Afrique centrale. Bon, même si le pays pourrait être cité. Et je resauve. Voilà. Donc jusqu'à présent, je n'ai déposé qu'un jeu de données tableau. On peut le revisualiser. On peut accéder à ce jeu de données, bien sûr. Donc il a été référencé et il peut être téléchargé. En appui de ce tableau, normalement, il faut fournir aussi une documentation et notamment ce que l'on appelle un dictionnaire de données. Donc ici, je viens rajouter mon dictionnaire de données. Voilà. Donc, qui est un fichier donc avec un tag documentation. Voilà. Je peux décrire plus précisément de données et charger le fichier. Voilà. Mon jeu de données est maintenant terminé pour cette première étape avec les métadonnées renseignées, les termes d'accès et d'utilisation renseignés et les fichiers, je dirais, bruts ou de description ajoutés. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette première démonstration au niveau de la création d'un dataset. Après l'étape de création de ce dataset, il est possible de le conserver en l'état, c'est-à-dire dans un format non publié. Bien sûr, on peut aussi le partager avec des reviewers, par exemple lors de la phase de révision d'un article. Et dans ce cas, il va falloir créer une adresse privée temporaire. Donc voilà le bouton qui permet d'accéder à la création d'adresses privées. Cette adresse privée pourra être désactivée plus tard. Cette adresse est ici. Il suffit d'indiquer cette adresse et chaque utilisateur la possédant pourra se visualiser ce dataset. Une dernière possibilité est de le partager définitivement et donc de l'ouvrir sur Internet avec une publication du jeu de données. Le DOI qui a été réservé lors de la phase de création au niveau de l'instance internationale sera définitivement associé à ce jeu de données. Donc une fois publié, par contre, il n'est pas autorisé de revenir en arrière et de dépublier le jeu de données. Donc c'est une étape un peu charnière. Et dans ce cas, un processus de validation est mis en place lorsque l'utilisateur utilise ce bouton. Un correspondant au niveau des unités vient regarder un petit peu les métadonnées et les fichiers, et au niveau de notre unité, donc c'est moi, et à l'extérieur, au niveau du Dataverse également, une vérification se fait par l'équipe de la DIST. Bon, j'en ai terminé avec cette démonstration au niveau de l'interface web, et je propose maintenant une petite démonstration qui utilise finalement un autre processus, l'interface de programmation qui est fournie avec cette plateforme et qui permet par exemple d'interagir avec le Dataverse en utilisant le logiciel R. Pour cette utilisation, on utilise
le DOI qui a été temporairement finalement créé. Et ce DOI nous permet de nous connecter avec le client, ici R. Donc je vais maintenant passer sur un éditeur R Studio, pour vous montrer cette interaction. Donc une première étape d'interaction, ça va être une interaction de consultation. Donc là, je vais aller consulter tout le dataverse de notre unité, dataverse forêt et société. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du code, mais à ce niveau-là, donc au niveau de la... Donc je vais me connecter au dataverse forêt et société. Je vais récupérer des contenus. Ce sont les métadonnées du dataverse, en fait. Et j'ai fait une visualisation un petit peu différente. Donc, à ce niveau-là, des métadonnées. Et normalement, je me retrouve avec le schéma que je vous avais proposé. C'est-à-dire, je suis donc allé interroger directement avec le client R et en utilisant donc l'interface de programmation fournie avec cette plateforme, le dataverse d'unité, et j'ai fait remonter ici les finalement datasets par déposant. Voilà, donc là c'était une interface de consultation simplement au niveau des métadonnées. Il est aussi possible donc d'interagir avec le dataset et l'interface de programmation en écriture. Donc c'est ce que je vais vous faire comme démonstration maintenant. Donc au travers d'un autre code R. Donc je charge les librairies. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est au niveau de R, donc de charger mon fichier de données que j'ai précédemment déposé. Voilà. Donc je vais vous le montrer. Je ne l'avais pas encore fait. Donc il s'agit d'un fichier d'inventaire, donc qui comporte plusieurs colonnes, donc avec des emplacements d'arbres au niveau des carrés, XY, la dénomination en espèces, la hauteur de mesure, le diamètre et des observations pour des dates. Les dates qui n'ont pas été bien importées à partir d'Excel, donc il faut recoder. Voilà, donc on a un certain nombre d'informations. Là, on a 2900 lignes dans ce fichier. Donc l'étape qui vient va être donc de convertir d'abord mon data frame en data table. Je préfère cette logique d'utilisation. Ensuite, dans ce fichier, en plus des dates, en fait, il y a un certain nombre d'arbres qui étaient déjà morts, donc indiqués par des X dans les colonnes. Donc je peux vous montrer. Donc on a des lignes qu'il va falloir supprimer. Voilà, ces lignes où c'était des morts à la campagne précédente. Donc à partir de R, finalement, on peut avoir un certain nombre d'interactions, de traitements au niveau de ce fichier de données. Donc maintenant, je vais d'abord corriger donc les dates pour ce fichier. On peut regarder le résultat. J'ai créé donc une autre colonne, date de mesure corrigée, voilà, et où on retrouve finalement les dates d'inventaire de 2020. Une fois ces traitements faits, je supprime également donc les quelques lignes qui étaient pour les arbres morts, et je supprime cette colonne date de mesure, finalement qui ne me sert plus puisque j'ai transformé en date de mesure corrigée. Voilà. Donc d'autres possibilités. L'étape finalement finale, donc je vais peut-être remontrer le FDT, donc je pense que celui-là, voilà. Donc j'ai bien supprimé donc la colonne date de mesure, en gardant date de mesure corrigée. Finalement, je me retrouve avec un nouveau tableau de données que je pourrais dire consolidé, ou qui a été finalement nettoyé. Et je fais une interaction avec mon dataverse en utilisant donc la clé,
le DOI de ce dataverse, hein, c'est rentré dans mes fichiers d'environnement. Voilà, je monte le DOI et je vais, avec cette fonction fwrite, finalement, écrire mon fichier, un nouveau fichier dans mon dataset qui va s'appeler inventory cleaning data et que je sauve. Voilà, donc je lance. Je pourrais ajouter d'autres fichiers, par exemple, j'avais montré la possibilité de télécharger donc, le dictionnaire de données. On peut également le télécharger à partir de cette interface R, on va dire, de client R. Voilà. Donc, normalement, la procédure a l'air de s'être bien déroulée. Je vais revenir vers l'interface et nous allons rafraîchir cette interface et voir si le fichier de données a bien été chargé. Effectivement, je me retrouve bien avec un nouveau tableau de données, Clean Data, qui a été chargé à partir de R. Voilà. Donc je peux dire que maintenant j'en ai terminé avec mes démonstrations. Je dirais que je termine ici ma séquence sur l'entrepôt de données du Dataverse. Et je vous dis à la prochaine pour une autre séquence sur la gestion de données. Et j'espère avoir été clair pour cette partie. Voilà, je vous remercie.